Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette sixième édition des Minalogiques Web Café du logiciel innovant. Alors, je suis Vincent Biancal, je suis directeur logiciel et industrie du futur. Et aujourd'hui, nous allons parler du contrôle non destructif. Je rappelle quand même les principes des Minalogiques Web Café du logiciel innovant. C'est un rendez-vous mensuel, ça dure 30 minutes. Il y a un sujet, le contrôle non destructif aujourd'hui, une solution innovante, un éditeur, un client. On aura 4 questions qui seront posées à l'éditeur. La première, c'est quoi et à quoi cela sert-il? En quoi la solution est innovante? Quelle est la formule pour rester innovant qu'il met en place dans son entreprise? Et quelles seront les futures innovations de la solution, s'il peut nous les dévoiler? 4 questions au client. C'était quoi son besoin métier? Pourquoi cette solution? Pourquoi il a choisi cette solution? Les attentes qu'il avait par rapport à la mise en place de cette solution et le bilan. Donc, le sujet du jour, le contrôle non destructif. La solution, c'est âpre NDT. Pour ça, à l'éditeur, nous avons Twins Robotics, représenté par Antoine Ekpers, qui est le directeur général de Twins Robotics et responsable R&D. Et le client, c'est Axiom Robotic Solutions, représenté ici par son directeur technique, Grégory Charrier. Alors, la parole à Antoine Ekpers. Antoine, le contrôle non destructif, c'est quoi? À quoi ça sert? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci à Minalogic de nous permettre de présenter notre solution. Alors, avant de répondre à cette question, un rapide mot sur Twin Robotics. Donc, nous sommes une start-up grenobloise avec 18 mois d'activité, maintenant 24 mois quasi d'activité. Nous sommes spécialisés dans le calcul de trajectoire robotique, puisque notre cœur de métier, c'est vraiment la robotique industrielle au niveau des 4 fondateurs. Et aujourd'hui, nous avons autour de nous 5 collaborateurs. On travaille actuellement sur un projet qui est un projet de logiciel pour simuler et faire de la programmation hors ligne pour des machines robotisées de contrôle non destructif. Alors, avant d'aller vraiment sur notre innovation, il me semble important de rappeler qu'est-ce que le contrôle non destructif. Alors, ce contrôle non destructif fait partie de la gamme des contrôles qualité. On connaît souvent le contrôle dimensionnel, aussi appelé le contrôle métrologique, qui va avoir pour vocation d'aller valider en termes de cotation une pièce. Est-ce qu'un entraxe est bon? Et est-ce que la pièce, au final, se montrera bien dans notre système? Là, on va utiliser des méthodes qui vont être le scanner 3D, le micromètre, le pied à coulisses, la machine à mesurer tridimensionnelle. Un autre contrôle qualité va être tout ce qui va concerner la structure, la santé matière d'une pièce. Est-ce que si je soumets ma pièce à un stress mécanique, est-ce qu'elle va tenir ou pas? Eh bien, cette contrôle structurel, c'est tout l'enjeu justement du contrôle non destructif. Alors pourquoi on dit non destructif? Tout simplement puisque avant, on prenait une pièce, on la découpait en petits tronçons et on regardait si la pièce avait des défauts en interne. Aujourd'hui, on a évolué évidemment dans ce moyen de contrôle. On n'a plus besoin de détruire la pièce et on va plutôt utiliser du contrôle non destructif afin de valider les caractéristiques mécaniques d'un matériau. Alors, pour ça, il existe toute une panoplie de méthodes. Les plus connues vont être l'ultrason, au même titre qu'on utilise dans le milieu médical. Le contrôle ultrason, on va émettre une onde sonore dans un matériau. Okay. Cette onde sonore, elle va venir faire une échographie, donc remonter au capteur. Et si on a un défaut qui est à l'intérieur de la matière, on va avoir une onde en réflexion qui va remonter plus tôt que prévu. Okay. Donc on va pouvoir venir détecter juste par des ondes acoustiques est-ce que oui ou non on a des défauts à l'intérieur de la matière. L'autre moyen qui est aussi très connu et qui aujourd'hui on en parle beaucoup dans tout le domaine du CND va être bien sûr la radiographie et notamment la tomographie. La radiographie, on est sur, comme les images au rayon X du milieu médical, on a d'un côté une source qui émet un rayon ionisant qui a la capacité de venir traverser un matériau et de l'autre côté on a un film
sensible, photosensible aux rayons ionisants, qui va venir acquérir comment les matériaux ont été transmis et ont traversé le matériau. Quand on parle de tomographie, on est sur un assemblage, si vous voulez, de plusieurs radiographies qui vont nous permettre d'aller créer une image 3 dimensions de la pièce. Enfin, la dernière partie qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les techniques de thermographie. Alors ici, ce n'est pas utilisé dans le milieu médical et vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque là, on va utiliser le côté thermique. Donc concrètement, on a une caméra thermique qui est placée d'un côté de l'objet. Cette caméra thermique, elle va elle va imager, elle va regarder la pièce et cette pièce va être excitée par un moyen thermique. Alors, on peut parler de lampe flash, on peut parler d'excitation magnétique. Et évidemment, cette excitation thermique va aller se propager dans la pièce. Et en analysant comment la propagation de cette onde thermique, on va pouvoir définir si à l'intérieur de la pièce, nous avons des défauts matière. Donc ça, c'est après des techniques d'imagerie classique. Alors, ce contrôle non destructif, pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui? Tout simplement parce que dans tous les domaines d'utilisation du contrôle non destructif, il y en a deux qui ont vraiment un point important en termes de sécurité. Ça va être bien sûr dans le milieu du nucléaire, puisque via des techniques d'ultrasons notamment, on va pouvoir venir définir si une soudure est étanche ou pas. Quand un opérateur vient souder un piquage de cuve, il peut y avoir des défauts qui se mettent à l'intérieur, et donc du coup, chaque soudure est inspectée. L'autre grand domaine d'utilisation du contrôle non destructif, ça va être tout ce qui va être pièces composites. Donc les pièces composites, vous en avez des représentations ici aujourd'hui, sont vraiment utilisées énormément dans l'aéronautique sur la partie fuselage. Ça permet d'aller, il faut vraiment voir ces pièces composites comme un assemblage en mode sandwich des matériaux, et ces pièces composites, lors de la fabrication ou lors de l'utilisation de l'engin, vont pouvoir se déformer et créer ce qu'on appelle des délaminations. On a 3 types de délamination. Les modes ouverture dans lesquels on a un décollement des différents. On va avoir également des glissements, comme dans le mode numéro 2, ou bien tout simplement des cisaillements. Et le but, c'est d'aller détecter vraiment tous ces défauts avant la mise en service de l'avion, mais également pendant sa phase d'exploitation, puisque si un avion rentre en collision avec un oiseau, on peut avoir ces défauts qui apparaissent. Juste à titre d'information, en bleu sur le graphique ci-dessous, alors que ce soit bleu clair ou bleu foncé, vous avez toutes les pièces en composite d'un avion, donc ça représente plus de 50%, largement plus de 50% de la partie fuselage d'un avion externe. Et toutes ces pièces sont dites critiques, c'est-à-dire qu'en cas de défaut sur une de ces pièces, l'avion et les capacités primaires de l'avion sont endommagées. Alors, évidemment, ce contrôle non destructif va nous permettre d'aller détecter toute la part. Est-ce qu'on a une délamination ou pas dans notre matériau? Est-ce qu'on a les bonnes caractéristiques techniques? Maintenant, la question qui se pose, une fois qu'on a l'outil qui va être le contrôle non destructif, c'est comment on réalise ce contrôle-là. Et notamment, l'une des parties compliquées, c'est comment on déplace cette sonde. Historiquement, on déplaçait cette sonde de manière manuelle. Ici, vous avez une sonde ultrason, donc on est sur des tout petits éléments, et on voit bien qu'elle est inspecter une aile d'avion avec cette taille de capteur. Ça peut prendre du temps, mais ça, je vous dirais, c'est pas le critère le plus c'est pas le critère le plus critique. Ce qui est vraiment critique pour l'industriel, c'est d'être certain que l'intégralité de sa pièce, de son aile d'avion, a été contrôlée par ce contrôle non destructif. Comment on fait dans ces cas-là sur un contrôle manuel? C'est relativement difficile. Alors, on peut passer évidemment par des capteurs, des trackers, des choses comme ça, mais tout de suite, ça rajoute également énormément d'investissement en plus du temps
nécessaires à cette inspection. C'est pour ça que de plus en plus, ce contrôle, alors ultrasons, thermographie, tomographie, se robotise de manière également à pouvoir garantir une certaine traçabilité dans la trajectoire et pouvoir, en tant que constructeur d'avion, par exemple, garantir à Airbus, qui est mon client, bah oui, votre aile d'avion a été contrôlée à 100% et voici la cartographie, voici la toile. Maintenant, cette robotisation, elle pose un gros problème qui est comment on définit la trajectoire du robot. Puisque un robot est un élément assez simple, on lui donne une trajectoire à exécuter, il l'exécute. Maintenant, comment on lui apprend cette trajectoire et l'ensemble de ses points de passage, là est l'innovation que l'on propose aujourd'hui chez Twin Robotics. Notre innovation, c'est une innovation d'usage, puisqu'aujourd'hui, on est en train de créer l'un des premiers logiciels dédiés au contrôle non destructif robotisé. Ce logiciel, lui, s'appuie évidemment sur des jumeaux numériques et va fusionner 3 jumeaux numériques, si on veut. Le jumeau numérique du robot, qui est le cœur de métier, des 4 fondateurs de la société Twin Robotics, le jumeau numérique de la sonde de contrôle non destructif, alors que ce soit de la sonde ultrason, de la sonde thermographie, de la sonde tomographie, okay, et bien sûr le jumeau numérique de la pièce à inspecter. On vient fusionner ces 3 jumeaux numériques dans un seul et même jumeau numérique de la machine, qui va nous permettre évidemment d'aller automatiser tout un tas de tâches chronophages qui étaient aujourd'hui réalisées par un opérateur humain. La première tâche chronophage que l'on vient réduire va être sur tout ce qui est définition des points de trajectoire, de la trajectoire. Quand on est sur des pièces relativement plates, relativement planaires, c'est relativement simple de venir générer ces trajectoires-là. On prend une trajectoire, on vient la dupliquer X centimètres en dessous, etc., etc. Malheureusement, les pièces en aéronautique sont complexes. Ici, vous avez un nez d'avion, un nez d'hélicoptère même devant. Et on voit ici qu'on a un rayon de courbure sur cette partie-là et un rayon de courbure dans l'autre sens. Et nous, personnellement, on doit il est important que l'on garantisse que l'on ait toujours la même distance entre chaque ligne de trajectoire. Là, ici, en plus, pour des besoins de représentation, on a une ligne de trajectoire à peu près toutes les 10 cm. Dans la réalité, on est plutôt à une ligne de trajectoire tous les 2 mm. Okay. Si on représentait ça à 2 mm, on ne verrait absolument plus l'apport de nos logiciels. Et les apports, on les voit bien ici. On peut avoir l'impression que l'on a des courbes qui ne sont pas géodésiques, alors que dans la réalité, nous avons des courbes géodésiques. Donc ça, ici, on est sur une première innovation dans nos logiciels qui permettent de venir générer de manière très simple sur des pièces très complexes les courbes, les trajectoires que suivront le robot. Deuxième innovation que l'on apporte dans nos logiciels de CND robotisés, ça va être tout ce qui va concerner la validation de trajectoire. Évidemment en termes robotiques, mais ça, je dirais, comme tous les logiciels de programmation hors ligne et de simulation, on va pouvoir valider qu'un robot donné peut exécuter cette trajectoire. On va également pouvoir valider que la trajectoire de l'outil, cette fois, permet de répondre aux contraintes du process, puisque toutes les sondes de contrôle non destructif ont des certaines tolérances de placement, et donc nous, on va pouvoir venir valider qu'on est bien dans ces tolérances-là. On va pouvoir faire également, comme vous le voyez ici sur l'image, on va dire, voilà, si je positionne ma sonde à telle position, qu'est-ce que ma sonde est censée voir sur ma pièce? Donc aujourd'hui, on a réalisé une première maquette de notre logiciel que vous voyez ici. Alors, je vais la lancer. Donc, on est sur une... Alors, je vais avancer un peu la vidéo. C'était pas celle-ci. Là, on est sur la partie construction de la cellule numérique.
Voilà. Et ici, on va venir. Donc là, on est sur un module de thermographie. Donc, nous avons la sonde de thermographie qui est en transparence derrière. Hop, je ne vais pas y arriver. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que l'utilisateur vient déplacer encore manuellement, enfin, sur la maquette numérique de sa cellule, la sonde. Pour chaque position d'acquisition, il peut venir définir, il peut venir réaliser une simulation d'acquisition. Donc c'est, hop, j'essaie d'arrêter au bon moment. C'est les patchs que l'on voit en couleur. Donc chaque patch de couleur est une acquisition qui est réalisée par l'appareil de thermographie. Et ici, on voit bien que l'opérateur construit manuellement son scénario d'inspection en venant déplacer son capteur le long de sa surface. Ce cas d'usage peut être relativement simple, en termes informatiques, mais par contre, ça représente déjà un énorme gain pour l'industriel qui aujourd'hui n'a pas de moyen de réaliser cette définition de trajectoire. Et pour répondre à la dernière question de Vincent… Antoine, il reste 11 minutes. Je voudrais vous alerter là-dessus. Excuse-moi, Vincent. Il reste 11 minutes. Ok. Alors, sur cet exemple de la vidéo, on peut se dire, eh bien, il n'y a pas de gain pour l'opérateur. Enfin, l'utilisateur ne réalise pas de gain puisque aujourd'hui, on a des logiciels de programmation hors ligne qui existent. Et donc, tout ce qu'on vient de faire, déplacer le capteur, etc., existe évidemment très largement sur le marché. Par contre, nous, ce qu'on vient vraiment apporter, c'est la partie process, simulation d'une acquisition. Et aujourd'hui, l'opérateur met à peu près 2 à 3 jours pour inspecter sa pièce, comme on le voyait sur l'image. C'est cette espèce de oméga. Avec notre logiciel, rien que sur la partie manuelle, on va mettre environ 8 heures. Okay. Tous ces chiffres-là, on ne les sort pas du chapeau. On se base, nous, sur la métrologie robotisée, puisque la métrologie robotisée a mis en place à peu près les mêmes procédures, les mêmes process qu'il y a une dizaine d'années. Et ces process-là ont permis d'avoir un gain de temps, rien que dans la programmation hors ligne, de l'équivalent dont je vous citais aujourd'hui, dont je vous parlais à l'instant. Évidemment, même si une première innovation d'usage est ici, on souhaite aller bien au-delà de cette innovation. Et sur quoi on travaille dès à présent, c'est ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Il est clair qu'aujourd'hui, la robotisation est en train de changer de configuration. Avant, on avait de la robotisation répétitive, c'est-à-dire que le robot rejouait ses trajectoires de manière un grand nombre de fois. On est vraiment sur des chaînes de type industrie automobile. Le robot fait toujours la même action. Aujourd'hui, l'évolution de la robotique commence à pénétrer dans de la robotique dite unitaire ou de petite série. Il est évident que dans ce type de robotique, il n'est plus acceptable que pour réaliser le programme pour une pièce, on passe 4 jours à développer le programme robot et que le programme robot, lui, soit joué en quelques heures. Okay. On doit venir évidemment compresser ce temps de programmation hors ligne pour lui permettre d'être rentable par rapport à l'utilisation de la cellule. Okay. D'où l'idée que l'on travaille au sein de Twin Robotics de l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, c'est quoi? C'est tout simplement, on part
postulat. Antoine, désolé, mais il faut, parce que Grégory n'aura pas le temps de passer. Il Grégory reste n'aura 11 pas le minutes temps. au total. Pardon, je croyais qu'il restait 11 minutes pour moi. Ah non, non, L'auto- non, c'est 30 minutes en tout, hein. Non, non, Ok. non. L'auto-apprentissage, tout simplement, on est sur un mécanisme où on dit bah, les points d'acquisition du logis, les points d'inspection peuvent être calculés de manière automatique par un algorithme expert. Et en termes de temps de collision, en termes de temps de trajectoire, en termes de nombre d'acquisitions nécessaires et en termes de temps de cycle. Cette amélioration aujourd'hui va nous permettre de diminuer le temps nécessaire à programmer un robot de 4 jours s'il est fait entièrement manuel à 8 heures s'il est fait en manuel via notre solution à nous, via la vidéo que je vous ai montrée, à une quinzaine de minutes s'il est fait en auto-apprentissage. Et cette solution, elle, on pense pouvoir la boucler d'ici le mois d'août. Voilà. Bon, ben, merci Antoine. On passe rapidement à Grégory. J'espère qu'on aura le temps pour les questions. Si on l'a pas, eh bien, tant pis. De toute façon, il y a un replay de la vidéo. Et puis, vous aurez les coordonnées de toutes les personnes, à la fois d'Antoine, à la fois de Grégory, qui seront à la fin de la présentation. Donc, Grégory, à vous. Et désolé, mais on va être obligé de couper à 14 heures. À vous, Antoine. Ok, Non, merci. Grégory, pardon. Oui, c'est ça, je vais prendre le relais. Je vais Grégory essayer Barrier. d'être bref, concis et clair. Merci pour l'invitation, Vincent et Antoine, en tout cas. Axiom, donc nous sommes concepteurs et fabricants de cellules robotisées. Donc nous sommes basés dans l'ouest de la France, en Vendée, près de La Roche-sur-Yon. Axiom, en quelques mots, donc c'est 35 personnes, ingénieurs, techniciens, une société qui a un peu plus de 34 ans d'existence. Notre métier, c'est donc de concevoir et de fabriquer des cellules robotisées pour nos clients qui sont essentiellement dans l'industrie automobile, aéronautique et essentiellement beaucoup sur l'énergie où ça se développe beaucoup en ce moment. Nos clients nous emmènent à installer nos machines un petit peu partout dans le monde et nous procédons à des prestations qui vont de l'expertise, de l'ingénierie, l'étude et la fabrication des machines jusqu'à la phase de service, démarrage des machines chez nos clients, contrat de maintenance, etc. Donc nous, le cœur de notre activité, c'est bien la robotique. Et je dirait qu'on trempe dans le monde de la robotique depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Et donc, on a suivi, comme le disait un petit peu Antoine, les différentes évolutions de la robotique dans les dernières années, avec l'arrivée notamment des logiciels de simulation, etc. J'essaye d'avancer. À Axiom, donc on a différents domaines de compétences. On est connu pour être un intégrateur et un fabricant de solutions robotisées pour des domaines de la découpe, de l'usinage, du traitement de surface, de l'automation en général. Mais la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à notre domaine de compétences qui tourne autour du contrôle non destructif. Où là, notre métier à nous, Axiom, c'est pas d'être des spécialistes du contrôle non destructif, mais c'est de proposer tout notre savoir-faire autour de l'automatisation et la robotisation, toute l'expérience qu'on a pu acquérir depuis cette trentaine d'années, je dirais, et de mettre ça au service des nouvelles technologies innovantes au niveau du CND qu'il faut désormais intégrer dans les usines, robotisées, automatisées. Donc ça, c'est un vrai domaine de compétences pour nous avec plusieurs années d'expérience maintenant. Nos clients, dont je l'ai dit déjà un petit peu, donc on travaille beaucoup dans l'industrie automobile, l'industrie générale, l'industrie aéronautique qui est essentiellement le secteur qui drive et qui pousse en ce moment sur les besoins en termes d'automatisation, robotisation des CND. Le besoin, j'y arrive. Comme je l'ai expliqué juste avant, au niveau d'Axiom, nous ne sommes pas des spécialistes
du CND. Généralement, les compétences sont dans les labos de recherche, chez les sociétés qui sont les fabricants de matériel CND. Et donc, nous, notre savoir-faire, il est plutôt côté robotique. Donc, l'idée pour nous, c'est de comprendre les besoins des technologies CND pour pouvoir les intégrer, proposer une solution complète aux clients. Ensuite, si on bascule sur la phase de simulation, il existe aujourd'hui des logiciels type Siva, qui est un logiciel du CEA par exemple, qui permettent de très très bien simuler des procédés de contrôle non destructifs. Il existe également en parallèle, et ça on connaît mieux nous côté Axiom, des logiciels de simulation robotique pure, de programmation offline de robots. Mais pour autant, il n'existe pas aujourd'hui sur le marché de logiciels, je dirais, entre les deux, qui permettent d'intégrer à la fois de la simulation robotique et d'intégrer quelques contraintes ou quelques informations provenant du process de CND qui sont utiles pour programmer un robot. Donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec la solution et discuter de la solution de Twin Robotics. Donc nous, aujourd'hui, on a un vrai besoin autour d'un logiciel qui est entre la simulation réellement du procédé, la simulation robotique. On a un besoin qui se trouve entre les deux avec un petit peu de process et de la robotique. Les objectifs de cet outil, c'est, comme en a parlé Antoine, de simplifier la programmation hors ligne. L'idée, c'est qu'un expert de contrôle non destructif qui utilisera à terme nos machines doit pouvoir programmer un robot avec très peu de connaissances robotiques. L'idée, c'est de démocratiser un petit peu 30 secondes, Grégory, désolé, 30 secondes. Voilà. OK. L'idée, c'est de réduire au minimum le temps de programmation. Comme l'a dit Antoine, l'objectif, c'est aussi d'être générique et ouvert, de programmer plusieurs marques de robots et à terme différentes technologies de CND. Et donc, grosso modo, la suite, c'est quoi? Comme l'a un petit peu dit Antoine, on attend avec impatience l'automne. Donc, non pas seulement pour les belles couleurs, mais parce qu'en fait, on attend donc l'application approbe avec impatience pour tester tout ça. Eh bien, merci Grégory. Belle performance. Alors, les questions, malheureusement, on ne va pas pouvoir les poser. Voilà, il y a le replay sur la chaîne YouTube que vous trouverez ici, à cette adresse. Et voilà, sur le dernier slide, vous avez les coordonnées d'Antoine Ekpers, les coordonnées de Grégory Charrier. Je pense qu'il peut vous appeler sans problème. Quelqu'un peut vous appeler sans problème. N'hésitez surtout pas à les appeler. Merci encore pour votre participation et à très bientôt au prochain Minalogic Web Café du logiciel innovant. Merci, au revoir.